Le monde continue de retenir son souffle cette semaine, dans l'attente de ce qui pourrait se passer en Iran. La semaine a été froide, du moins quelques jours en Israël. Rien à voir avec le brouillard hivernal aux États-Unis. D'abord, je vais regarder le brouillard qui influence la perception d'Israël. La plupart du bruit cette semaine était concentré sur ce que les Juifs faisaient à Tucker Carlson, selon lui, en tout cas. À moins que cet homme n'attise le feu de la haine qui couve déjà lentement dans les braises de ce qui reste de votre cerveau, je ne vois pas comment une personne décente pourrait continuer à suivre Tucker Carlson. Peu importe s'il enrichit vos connaissances ou exprime vos sentiments, c'est différent lorsqu'il diffuse des groupes haineux. C'est tout autre chose lorsqu'il vous ment sciemment et délibérément, qu'il vous trompe intentionnellement et volontairement, tout en répandant des mensonges et en déformant la vérité. À ce propos, la dernière rumeur qu'il répand est qu'Israël, ou plus précisément Netanyahou, l'a menacé. Je souhaite vous révéler des informations secrètes sur la visite de Tucker. Mais avant de continuer, approchez-vous un peu, plus près pour que personne ne nous entende. Les anciens du complot mondial sioniste auraient été très furieux cette semaine. Ils ont réprimandé le chef du Mossad pour ce qu'ils appellent la bourde du siècle. Assure-toi que personne n'entende ça. Après avoir dépensé une fortune à envoyer des équipes partout dans le monde pour essayer de localiser Tucker, il est simplement entré dans le pays tout seul et ils l'ont complètement raté. Pour sa défense, et c'est vraiment sérieux, le directeur du Mossad a déclaré que l'organisation travaillait sur une fausse entreprise de microphones pour podcast, dans le but d'infiltrer la culture des influenceurs comme cela avait été fait avec les beepers. L'opération reste bloquée à l'étape des retards de livraison. Le chef du Mossad a toutefois révélé que, lors du contrôle de sécurité de routine à l'aéroport auquel Tucker a été soumis, des agents auraient pu placer un dispositif d'écoute dans une cavité corporelle non précisée. Mais il a refusé d'en dire plus pour des raisons de dignité humaine. Nous savons pourquoi Tucker est si coincé. Et maintenant, sur une note plus sérieuse, les personnes qui imaginent des agents israéliens tapis dans l'ombre à chaque coin de rue se trompent toujours sur un point. Les vrais professionnels ne sont pas les personnages dramatiques de vos fantasmes. Ce sont ceux que vous ne remarquez jamais, ceux qui créent des diversions si convaincantes que vous manquez ce qui se passe réellement juste devant vous. Souviens-toi de ça, Tucker. Pire que ces mensonges, c'est la manipulation délibérée des événements, les privant de leur contexte, déformant les circonstances et présentant une réalité fabriquée qui n'a jamais existé. Parce qu'il y a des menteurs, et puis il y a Tucker. Il ne se contente pas de mentir, il construit une réalité alternative. Alors que le menteur moyen répand des mensonges et déforme la vérité, Tucker va encore plus loin. Il manipule les circonstances, prive les événements de leur contexte et présente une version de la réalité composée techniquement de faits, mais agencée de manière à ne ressembler en rien à la vérité. C'est plus destructeur qu'un simple mensonge. Un mensonge peut être dévoilé, une fausse affirmation peut être réfutée. Mais une réalité manipulée, construite à partir de cadrages sélectifs, d'omissions et d'une ingénierie émotionnelle, est bien plus difficile à démonter parce qu'elle paraît plausible. Elle utilise des fragments de vérité comme décor pour un récit fondamentalement faux. Cette tactique est efficace parce qu'elle remplace les faits par l'interprétation. Le public ne voit pas ce qui s'est passé, on lui dit ce qu'il doit penser de ce qui s'est passé. Les événements sont détachés de la séquence qui leur donne un sens, ce qui fait paraître les innocents coupables et les coupables justifiés. Cette tactique utilise l'émotion comme une arme en remplaçant les preuves par l'indignation. Regardez-le simplement, chaque publication est une nouvelle description d'un tort qu'il a subi. Et ensuite, la certitude morale remplace la véritable connaissance. Une fois que le cadre manipulé est accepté, chaque nouveau fait est forcé d'y entrer. Et c'est comme une boucle fermée où tout ce qui ne rentre pas dedans est rejeté comme de la propagande. Et c'est ainsi que les acteurs politiques, les militants et les personnalités médiatiques peuvent commettre la pire forme de malhonnêteté tout en insistant sur le fait qu'ils n'ont jamais rien dit de faux. Le vrai danger n'est pas le mensonge lui-même. Le danger, c'est le conteur qui construit un monde où le mensonge paraît être la vérité. Ce que Tucker Carlson a fait cette semaine à l'aéroport d'Israël n'était pas qu'une simple exagération ou remarque irréfléchie. Il y a une différence entre exprimer une opinion et répandre des stéréotypes haineux. Il avait déjà franchi cette limite, mais cette fois, c'en est une plus dangereuse. Il a sciemment et délibérément menti sur ce qui s'est passé.
Il a construit un récit dont il savait que son public l'accepterait, non pas parce qu'il était vrai, mais parce qu'il alimentait le monde émotionnel qu'il a créé pour eux. Quand quelqu'un vous ment intentionnellement, quand il déforme les événements pour provoquer l'indignation, quand il vous traite comme un outil plutôt que comme un être humain pensant, il vous montre exactement ce qu'il pense de vous. C'est bien plus qu'un manque de respect, c'est de la manipulation pure et simple. C'est le comportement condescendant de quelqu'un qui croit pouvoir façonner votre réalité à sa guise, comme le font les démagogues et les tyrans. Une fois que vous le voyez clairement, la question devient inévitable. Pourquoi continuer à faire confiance à quelqu'un qui méprise ainsi son propre public? L'un des moments les plus répugnants de l'entretien de Tucker Carlson avec l'ambassadeur Huckabee cette semaine était l'idée qu'Israël devrait effectuer des tests génétiques pour déterminer qui est un descendant d'Abraham. Les descendants d'Abraham ont bien le droit à cette terre, non? Oui, d'accord. Pourquoi ne pas faire des tests génétiques à tous pour identifier les descendants d'Abraham? C'est simple, le génome humain est déchiffré, c'est faisable. Pourquoi ne pas le faire? Êtes-vous contre? Je n'ai aucune idée de ce que cela prouverait. Je veux dire, peut-être que ce serait le cas. Que veux-tu dire? Cela prouverait qui sont les descendants d'Abraham et qui a le droit de vivre ici et qui ne l'a pas. Avant de démonter cette absurdité, je veux parler du point qu'il insinue ici. Que nous ne sommes pas les véritables descendants et pas de vrais juifs. Pourquoi remettrait-il cela en question? Pourquoi l'un d'entre nous choisirait-il d'être juif? Les juifs ont été persécutés, déshumanisés, agressés pendant des générations partout où ils se trouvaient dans le monde. Qui voudrait faire partie de cela? Qu'est-ce qui aurait poussé mon grand-père, par exemple, à venir ici, dans un pays désertique, infesté de marécages et de malaria, il y a plus de 100 ans après que notre famille ait vécu en Perse, puis en Afghanistan pendant plus de 2000 ans? Vivre ici n'a aucun avantage. Aucune personne sensée, et encore moins des millions, ne choisirait de faire cela. Ma famille remontait jusqu'à la tribu de Benjamin. Donc, évidemment, il y a un lien, quelque chose qu'il désirait et que nous désirions tous. Mais venons-en maintenant à sa prétention arrogante elle-même. Il était tellement imbu de lui-même quand il l'a dit, il avait l'air tellement provocateur, mais ce vent qu'il souffle s'effondre, comme toutes les affirmations ignorantes qu'il répand dès qu'il est confronté aux faits. Le sommet international sur la politique du JNS 2026 aura lieu du 15 au 17 avril au Waldorf Astoria à Jérusalem. Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur jnsummit.org et utilisez le code promo JNSTV, c'est-à-dire JNSTV en un seul mot, pour bénéficier de 20% de réduction sur tous les billets. J'ai hâte de vous voir à Jérusalem. Le général de brigade de réserve Amir Avivi, du Forum israélien pour la défense et la sécurité, a répondu à l'accusation absurde qu'Israël n'aurait pas de test ADN, un argument souvent répété par des antisémites. Dans une publication qu'il a partagée, le général Avivi explique qu'Israël réalise déjà un très grand nombre de tests ADN ici en Israël. Presque chaque nouvelle recrue de Tsahal fournit un échantillon de salive au centre d'incorporation dédié au registre national de moelle osseuse, contribuant ainsi à l'un des plus grands registres de moelle osseuse au monde. Ceci est une procédure de routine de Tsahal pour des raisons évidentes. Avivi décrit comment des représentants d'Ezel Mitzion, l'organisation qui gère le registre, lui ont raconté quelque chose de remarquable. Les Juifs israéliens ont un profil génétique unique, absent ailleurs dans le monde. Et chaque jour, des dons de moelle osseuse sont envoyés par avion d'Israël à des patients juifs du monde entier qui correspondent à la base de données israélienne. La connexion génétique est réelle, documentée et elle sauve des vies. Avivi ajoute un autre détail fascinant. Seuls les Iraniens présentent une similitude génétique notable avec les Juifs israéliens, ce qui s'explique historiquement par l'installation des anciens exilés juifs en Perse. Un rappel que l'histoire, la génétique et l'identité sont bien plus complexes et bien plus ancrées dans la réalité que ne le suggère la provocation simpliste de Carlson. Donc, lorsque Carlson évoque l'idée de tester tout le monde dans le pays, il ne révèle pas une quelconque vérité cachée à laquelle il fait allusion. Il amplifie un autre des stéréotypes antisémites qu'il ne cesse de répandre. Autrefois, des accusations infondées circulèrent sur nous, mais aujourd'hui Israël est fort et peut les réfuter facilement. Quand on voit des gens comme Tucker qui sont censés représenter le meilleur que les goyim comme lui ont à offrir, il n'est pas surprenant que les Juifs les surpassent largement.
Et juste pour comprendre la bouffonnerie à laquelle nous, en Israël, devons faire face au quotidien, l'acteur Hugh Laurie a publié cette semaine un tweet pour rendre hommage à un collègue israélien décédé dans des circonstances tragiques en Grèce. Son tweet n'était pas politique, il exprimait juste sa tristesse face à la perte d'un ami. Il a tout de suite été victime d'une campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux, accusé de sionisme, simplement pour avoir exprimé des sentiments envers un citoyen israélien. Cette campagne, cet effort systématique pour éroder et délégitimer l'idée même de l'autodétermination juive, est un signe inquiétant de ce qui nous attend, comme le passé nous l'a montré. Refuser aux Juifs un droit fondamental accordé à tous les autres peuples est une continuation moderne d'un schéma ancien, une nouvelle expression de la même hostilité qui poursuit le peuple juif depuis des générations. C'est un effort concerté pour déshumaniser les Juifs avec une nouvelle terminologie. Ce schéma de fabrication de la réalité ne se limite pas aux commentateurs politiques courants. Nous assistons à un effort massif dans la culture, le cinéma et la réécriture de l'histoire elle-même. Le dernier exemple en date est un film que la gauche encense. Un autre exemple de l'effort en cours pour redessiner l'histoire et priver le peuple juif de son lien avec notre ancienne patrie. Le nouveau film historique Palestine 36 propose une représentation profondément biaisée, partiale et donc totalement inexacte de la domination britannique en Terre sainte, et totalement incohérente avec les archives historiques. Le film prétend raconter l'origine du conflit arabo-israélien actuel, à savoir la révolte arabe de 1936 à 1939. Le film omet commodément l'événement qui a réellement déclenché la révolte. La violence entre Arabes et Juifs avait éclaté ici de façon sporadique depuis 1920, mais le soulèvement de 1936 n'a pas commencé par une grève générale, comme ils le prétendent dans le film. Il a débuté par le meurtre de 2 passagers juifs attaqués dans un bus par des hommes armés arabes. Ce fait fondamental, l'étincelle qui a embrasé toute cette période, est totalement absent du film. À la place, le film présente un récit moderne bien connu, une histoire de pure victimisation arabe aboutissant à une campagne de résistance noble. Il n'y a aucune reconnaissance de la violence dirigée contre les Juifs, seulement une représentation de la violence commise par les Juifs. Le résultat est une manœuvre émotionnelle conçue pour susciter la sympathie tout en effaçant la complexité de ce qui se passe ici. Ce n'est pas accidentel, c'est une forme de manipulation historique qui élimine des faits essentiels, romantise la brutalité et construit une réalité alternative dans laquelle la présence juive est dépourvue de légitimité et de contexte. C'est la version culturelle de ce dont nous avons parlé plus tôt. La création d'un monde où un faux récit paraît vrai parce que les éléments gênants ont été supprimés. Ce type de récit, qui déforme le passé, façonne aussi le présent. Il influence la façon dont les gens perçoivent l'identité, l'appartenance et les origines d'un conflit centenaire. Et lorsque des films comme celui-ci effacent la continuité juive sur cette terre tout en présentant une histoire d'origine soigneusement sélectionnée, ils proposent un récit conçu pour remplacer les faits historiques. Si vous voulez, ils commettent un historicide, c'est-à-dire la tentative d'effacer et de supprimer les faits historiques pour créer une réalité alternative. Ignorer les faits tout en peignant une fausse émotion, en idéalisant des comportements meurtriers et en promouvant un récit visant à effacer le lien juif. À travers, et je cite, certains actes commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ce qui est la définition officielle du génocide, tout en blanchissant leur tentative de génocide et le mal commis, déformant ainsi l'histoire. Lorsque la domination de l'Empire ottoman a pris fin ici en 1917, il n'existait pas d'identité nationale palestinienne, ni de frontières politiques palestiniennes. Tout cela a été inventé plus tard. Ils ne se sont jamais appelés Palestiniens avant que la propagande soviétique ne les incite à le faire en 1964. Jusqu'alors, ils étaient juste des Arabes. Ils portaient tous les noms de famille des tribus dont ils étaient originaires ou des régions où ils vivaient avant de venir dans cette région. D'autres éléments prouvent leur origine, mais je ne vais pas m'y attarder car ce serait trop long. Mais un point important ici, c'est l'obsession envers les Juifs, comme cela a toujours été le cas à travers l'histoire. Tout cela n'est qu'une tactique de diversion. Concentrez-vous sur les Juifs pendant que d'autres choses se passent. Alors que vos universités, vos programmes scolaires, vos médias ont tous été pris en main et que vos pays sont envahis, on vous gave de Juifs. Vous pensez que la prière djihadiste de cette semaine à New York était grave?
Attendez de voir le 11 septembre 2026. Eh mais Israël, regardez Israël, les Juifs. Quels idiotes finis! Une dernière chose avant d'aborder les questions régionales. La fierté de son héritage est célébrée partout aux États-Unis. Il y a la fierté gay, le mois de l'histoire des Noirs, la Saint-Patrick. Vous pouvez être un fier Américain hispanique, un fier Américain irlandais, un fier Américain asiatique, un fier Américain polono-russe, peu importe vos origines, Américain. Personne ne remet en cause votre loyauté envers les États-Unis. Soutenir la terre de vos ancêtres est même considéré comme normal, voire admirable. Sauf pour les Juifs, bien sûr. Si vous êtes un Juif fier, si vous soutenez Israël, si vous affirmez le droit des Juifs à l'autodétermination, ce qui est en réalité la signification du sionisme, vous êtes traité différemment. Vous êtes critiqué, condamné, voire même ostracisé. L'expression même de l'identité, qui est encouragée pour toutes les autres communautés, devient suspecte uniquement lorsqu'il s'agit des Juifs. C'est pourquoi les événements des Jeux olympiques d'hiver cette semaine ont été si importants. Jack Hughes n'a pas seulement représenté les États-Unis, il a inscrit le but décisif en finale de hockey. Et puis il est resté là, fier de son pays, fier de porter le drapeau américain, fier d'être américain. Pour les Juifs américains et du monde entier, y compris en Israël, c'était un vrai moment de fierté. Nous avons célébré sa réussite et les deux facettes de son identité. Le soutien d'un Juif à son peuple et à sa patrie n'affecte pas sa loyauté envers son pays d'origine. Cela n'a jamais été le cas. Il est temps que ce deux poids, deux mesures cesse. Passons maintenant aux choses sérieuses. Alors que la situation en Iran perdure, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a prononcé un discours à la Knesset cette semaine. Avec une tonalité inhabituelle sombre, il s'adressait aux parlementaires. Il a déclaré qu'au cours des 2 dernières années et demie, Israël a œuvré pour contrer ce qu'il a qualifié de menace importante de l'Iran et de ses alliés régionaux, une menace, selon lui, qui met en danger tous les citoyens israéliens. Netanyahou a mis en avant ses récentes rencontres avec le président américain Donald Trump, en soulignant ce qu'il décrit comme une coopération stratégique sans précédent entre Israël et les États-Unis. Netanyahou affirme que les relations militaires et de renseignement entre Israël et les États-Unis sont au plus haut et que les dirigeants mondiaux collaborent toujours étroitement avec Israël. Il a évoqué les récentes visites dans la région de hauts responsables comme la chancelière allemande et le premier ministre indien. Il a averti qu'Israël reste vigilant et prêt à toute éventualité, ajoutant qu'il a fait savoir à l'Iran que toute attaque contre Israël serait accueillie par une force écrasante. Le Premier ministre s'est adressé à l'opposition, affirmant que malgré les désaccords politiques en Israël, ce n'est pas le moment pour des divisions internes. Netanyahou a appelé à l'unité nationale à l'approche de la fête de Pourim, affirmant que la force d'Israël a toujours résidé dans notre capacité à rester unis. Il a exprimé sa confiance dans le leadership militaire du pays, dans ses soldats et dans ses citoyens, concluant que la détermination collective est essentielle pour assurer la sécurité et l'avenir d'Israël. Et tandis que le monde est focalisé sur l'Iran et son axe chiite, un aspect de l'avenir est déjà en train de se dessiner sous nos yeux. Un second réalignement, potentiellement plus conséquent, est en train de se développer, alors que la Turquie crée un bloc sunnite pour s'opposer à Israël. Mon ami Pierre Rekov, réalisateur et analyste politique, traite ce sujet dans une récente analyse pour le Gatestone Institute. Il décrit les actions qui sont menées discrètement et méthodiquement par le président turc Erdogan. Selon Rekov, les visites d'Erdogan en février 2026 en Arabie Saoudite et en Égypte, suivies de l'accueil du roi Abdallah de Jordanie à Istanbul, ont marqué un tournant. Ces visites concluent des années de réconciliation après les tensions et affrontements entre la Turquie et les États du Golfe liés aux frères musulmans. Le résultat est l'émergence d'une coalition sunnite fondée sur la puissance militaire turque, le financement saoudien et qatari, le poids logistique égyptien et l'influence idéologique des frères musulmans. Cette coalition, selon lui, présente de plus en plus Israël comme une force déstabilisatrice et commence à se coordonner politiquement, militairement et économiquement contre elle, c'est-à-dire contre Israël. Rekov note que le 9 février 2026, les ministres des Affaires étrangères de la Turquie, de l'Égypte, de l'Indonésie, de la Jordanie, du Pakistan, du Qatar, de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis ont publié un communiqué conjoint condamnant Israël, interprété par les médias israéliens comme la preuve de la montée du bloc sunnite anti-israélien. Rekov soutient que le développement le plus inquiétant au sein de la coalition est son expansion en Afrique.
La Turquie et l'Égypte s'unissent en Libye pour contrer l'influence des milices soutenues par les Émirats arabes unis, jugés proches d'Israël. L'implication de la Turquie et de l'Arabie saoudite au Soudan menace l'accès d'Israël à la mer Rouge. Une présence massive de troupes égyptiennes en Somalie, ainsi que la plus grande base étrangère de la Turquie et un pacte saoudo-somalien, tous situés près du Bab el-Mandeb, ce qu'il appelle un point d'étranglement. Selon lui, l'effet est un cercle maritime et stratégique qui se resserre autour du cou d'Israël. Rekov souligne la position ferme de Netanyahou face à cela. Aucune force turque ou qatari à Gaza, même au prix d'une confrontation publique avec les États-Unis. Pour Rekov, cela reflète la reconnaissance par Israël que l'implication turque à Gaza renforcerait l'influence d'Ankara au cœur du bloc sunnite émergent. Rekov conclut que l'ancien camp sunnite modéré qui s'alignait avec les États-Unis et était relativement ouvert à Israël est en train de se transformer en une coalition islamique plus large, capable d'exercer une pression diplomatique, un levier économique, un contrôle sur les routes commerciales, ainsi qu'une activité militaire et de renseignement coordonné. Selon lui, son objectif n'est pas une guerre immédiate, mais un resserrement stratégique progressif. Un mur sunnite remplaçant le croissant chiite de l'Iran. Sur fond de resserrement de l'alignement sunnite mené par la Turquie, Israël développe l'une de ses relations de contrepoids les plus importantes, son partenariat avec l'Inde. Cette semaine, le Premier ministre indien Modi est arrivé en Israël pour une visite visant à élever les liens bilatéraux que les deux parties qualifient désormais de relations stratégiques spéciales. La visite de Modi représente une étape stratégique majeure et un tournant pour la position d'Israël dans le monde. Le Premier ministre Netanyahou a insisté sur ce point cette semaine, exposant une nouvelle alliance stratégique. Il a déclaré qu'Israël a un intérêt vital à créer sa propre alliance, une alliance d'États qui s'oppose aux deux camps de l'islam radical, la décrivant comme un large cercle de pays couvrant tout le Moyen-Orient. L'arrivée de Modi à ce moment s'inscrit directement dans cette vision. Il existe aussi un aspect personnel important. La relation entre Modi et Netanyahou dépasse un simple échange technique entre gouvernements. C'est un lien construit au fil des années sur la confiance mutuelle, le respect personnel et une compréhension partagée des menaces régionales. Leurs précédentes visites historiques en Inde et en Israël ont révélé une véritable alchimie et un langage stratégique commun entre les deux. L'Inde n'est pas simplement un autre partenaire, c'est une puissance mondiale et régionale, l'une des plus grandes économies du monde, une armée massive, des capacités technologiques avancées et un marché de plus d'1 milliard de personnes. La coopération actuelle dépasse largement l'agriculture et les hautes technologies. Elle est centrée sur la sécurité, les systèmes d'armes avancés, des accords de plusieurs milliards de dollars et des intérêts stratégiques à long terme. Lors de la visite ici, les deux pays ont élevé leurs liens à ce qu'ils appellent des relations stratégiques spéciales, un statut qu'Israël ne réserve habituellement qu'à sa relation avec les États-Unis et l'Allemagne. Ils ont signé un vaste protocole d'accord, créant un nouveau cadre de défense classifié qui ouvre à l'Inde des catégories auparavant restreintes, y compris des systèmes avancés de défense aérienne et une intégration au système de défense à faisceau laser développé par Israël. Les responsables israéliens décrivent cela comme un changement transformateur qui augmente la flexibilité opérationnelle et renforce la capacité des deux armées à compter l'une sur l'autre en temps de crise. Le partenariat renforcé aide également Israël à atténuer le risque de futurs embargos sur les armes, une vulnérabilité qui a été révélée pendant la guerre actuelle. Selon des rapports étrangers, l'Inde a déjà fourni des drones et des explosifs pendant le conflit récent. Au-delà de la défense, la coopération s'étend à l'intelligence artificielle, à l'informatique quantique, à la cybersécurité, aux énergies renouvelables et à la télémédecine. Les deux pays vont créer un comité directeur de haut niveau, ouvrir 10 nouveaux centres d'excellence en Inde et augmenter les programmes de formation en Israël. Ce partenariat approfondi place Israël dans une position stratégique fondamentalement différente, non plus simplement comme un acteur régional centré sur son voisinage immédiat, mais comme un pays qui se connecte aux puissances mondiales émergentes et construit des alliances à long terme. Cela s'inscrit dans la stratégie plus large d'Israël d'ouvrir de nouveaux corridors commerciaux et énergétiques, d'étendre son influence en Afrique et de créer une profondeur stratégique. La visite de Modi envoie un message clair. Alors que des blocs régionaux dirigés par la Chine, la Turquie, la Russie, l'Iran et le Pakistan se forment avec pour objectif commun de contrebalancer l'influence américaine, le rapprochement de l'Inde avec Israël constitue un signal contraire. Israël ne reste pas confiné dans son espace régional étroit.
Israël s'engage dans la construction d'alliances à long terme à l'échelle mondiale et renforce sa profondeur diplomatique, sécuritaire et économique. Israël entre donc dans une nouvelle ère, définie non seulement par des alliances régionales et des manœuvres géopolitiques, mais aussi par une profonde transformation technologique qui façonnera sa puissance nationale, comme je l'ai dit, pour des décennies. Lors de la réunion du cabinet cette semaine, le Premier ministre Netanyahou a annoncé une décision majeure pour accélérer la construction de fermes de centres de données d'IA, qualifiant cela d'étape stratégique clé et de fondement de la future puissance d'Israël. Netanyahou a souligné que le leadership dans l'intelligence artificielle et, à terme, dans les technologies quantiques sera déterminant pour la puissance militaire et économique d'Israël. Il a déclaré qu'Israël est peut-être petit par son territoire et sa population, mais qu'il possède des capacités gigantesques. La capacité de constituer une force, de projeter cette force et d'opérer dans toute la région avec rapidité et précision. Cette initiative fait partie de la doctrine de sécurité nationale présentée lors de la visite du Premier ministre Modi. La décision du gouvernement supprime les obstacles réglementaires et accélère la planification ainsi que la construction de centres de données, essentiels à toute superpuissance en intelligence artificielle. Au cours des 3 derniers mois seulement, Israël a commencé à planifier une capacité de centres de données équivalente à plus de 5% de la consommation énergétique totale du pays. Ces centres créeront des milliers d'emplois, investiront des milliards et feront d'Israël un pôle mondial de l'IA. Pour accompagner cette croissance, Israël doublera le nombre de centrales électriques prévues cette décennie, au gaz ou renouvelable. Mais ce changement n'est pas seulement civil, il est aussi militaire et immédiat. Tsahal a maintenant décidé de créer un corps de robots dédié, une leçon directe de la guerre du 7 octobre et des combats à Gaza et au Liban. Ce récent conflit a marqué la première guerre robotique à grande échelle au monde, avec Israël déployant des dizaines de milliers de systèmes autonomes et télécommandés. Des robots terrestres dans les tunnels, des véhicules blindés autonomes nettoyant les zones de combat, des bulldozers D9 télécommandés ouvrant des routes sûres, des essaims de drones recueillant du renseignement et frappant des cibles, et des navires sans équipage patrouillant et attaquant en mer. Le nouveau corps de robots unifiera ses capacités en une force opérationnelle coordonnée et multidomaine. Il travaillera aux côtés de la direction de l'IA et de l'autonomie du ministère de la Défense, un organisme civil et militaire conjoint qui réunit les unités technologiques de Tsahal, des chercheurs universitaires, des industries de défense et des startups. L'objectif est d'accélérer l'innovation, de développer de nouvelles armes et doctrines et de garantir qu'Israël conserve son avantage qualitatif sur terre, dans les airs et en mer. Les responsables disent que ce n'est que le début. Israël prévoit, dans les prochaines années, d'étendre fortement ses forces robotiques en intégrant l'autonomie pilotée par l'IA dans tous les domaines du combat. L'objectif est clair. Moins de soldats exposés, un rythme opérationnel plus rapide, une efficacité accrue et une utilisation plus intelligente des ressources. Ces mesures, l'impulsion nationale pour l'infrastructure de l'IA et la création de centres robotiques marquent un tournant dans la stratégie à long terme d'Israël. Israël ne répond pas seulement aux menaces d'aujourd'hui, il construit les bases technologiques de demain. Il se prépare à un monde où la puissance nationale sera mesurée non pas par le territoire ou la population, mais par la maîtrise de l'autonomie de l'IA et de la robotique avancée. C'est le prochain saut stratégique d'Israël, une vision de sécurité, d'innovation et de résilience nationale qui définira les décennies à venir. Alors, Tucker et vous autres goyim dégénérés, coincés dans votre haine médiévale envers les Juifs, nous avançons à un rythme que vous ne pouvez même pas suivre. Si vous pensiez que nous contrôlions le monde jusqu'à présent, vos petits neurones, ceux qui vous restent, doivent être en train de paniquer en ce moment. J'espère vous avoir aidé, vous et les autres, à comprendre les événements, les alliances mondiales, l'infrastructure de l'IA et la révolution militaire de la robotique. Je suis Daniel Siman et je serai de retour avec vous la semaine prochaine dans Straight Up, ici au studio JNS TV à Jérusalem, en Israël. J'espère vous y retrouver.